En cette période de confinement forcé destinée à lutter au mieux contre l'épidémie de coronavirus qui affecte aujourd'hui le monde, je vous propose de démarrer cette 12e chronique par un long confinement, mais volontaire cette fois, dans les entrailles de la Terre. Et cet isolement hors du temps, au fond d'un gouffre, nous mènera à la découverte des rouages des horloges biologiques. Démarrons cette chronique par une aventure humaine extrême, celle vécue par Michel Siffre durant l'été 1962. Michel Siffre est un spéléologue français qui, à l'âge de 23 ans, va s'isoler pendant 2 mois au fond du gouffre de Scarasson. Ce gouffre est situé dans les Alpes du Sud, à plus de 2000 mètres d'altitude, près de la frontière franco-italienne, côté italien. Michel Siffre s'est installé dans une petite tente à une profondeur d'environ 100 mètres sous la surface, près d'un glacier souterrain. La température est glaciale, l'air est extrêmement humide et des blocs de roches et de glace tombent parfois autour de lui. Michel Siffre n'est relié à la surface que par un téléphone qu'il utilise quelques secondes par jour pour indiquer les moments où il se réveille, où il prend ses repas et où il se couche. L'objectif de Michel Siffre est d'étudier ses propres rythmes quotidiens d'activité en l'absence totale d'alternance jour-nuit, c'est-à-dire dans des conditions dites de libre cours. Et cette expérience va montrer que dans ce gouffre obscur, les rythmes de Michel Siffre persistent. Son horloge biologique interne continue de fonctionner. Mais ces rythmes se décalent chaque jour d'environ 30 minutes. Et ainsi, son horloge biologique fait un tour complet en 24h30 au lieu de 24 heures. Son horloge se désynchronise donc peu à peu, parce qu'elle n'est plus mise à l'heure par l'alternance quotidienne jour-nuit. Le spéléologue Michel Siffre va remonter épuisé de ce long isolement, mais sa volonté hors norme le conduira à recommencer par 2 fois ce type d'expérience hors du temps. Notons qu'en 1729, le savant français Jean-Jacques d'Ortout de Meyran avait publié le résultat d'une expérience comparable, mais conduite sur la sensitive ou Mimosa pudica. Cette plante est extrêmement sensible au toucher, d'où son nom de sensitive. Lorsqu'on touche, même très légèrement, l'une de ses feuilles, cette feuille se referme aussitôt et s'incline vers le bas. Cette réponse rapide la protège des intempéries et de ses prédateurs. Mais, en l'absence de toute stimulation externe, la fermeture et l'orientation vers le bas de l'ensemble de ces feuilles se fait spontanément chaque soir. Puis, au matin, les feuilles s'ouvrent à nouveau et se dressent vers le ciel. D'Ortout de Meyran va placer la sensitive à l'obscurité permanente en l'enfermant dans une boîte. La sensitive est alors en libre cours et les mouvements périodiques réguliers de ces feuilles vont persister pendant plusieurs jours malgré l'absence d'alternance jour-nuit. La sensitive possède donc aussi une horloge biologique interne qui bat régulièrement avec une période de 24 heures et qui se synchronise normalement sur l'alternance lumière-obscurité. Des rythmes tels que le rythme des mouvements des feuilles de la sensitive ou notre rythme veille-sommeil ont une période de 24 heures qui correspond au temps que met la Terre pour tourner autour de son axe. Ces rythmes sont qualifiés de circadiens
du latin circa qui signifie autour d'eux et dies qui signifie le jour. Ces rythmes circadiens sont connus depuis longtemps, aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal. Cette chronique se poursuit par une extraordinaire aventure scientifique dont l'objectif est de parvenir à décrypter les mécanismes moléculaires des horloges biologiques. Et cette aventure démarra par les travaux de Seymour Benza. Ce chercheur américain a débuté sa carrière scientifique dans les années 1940 en étudiant la physique. Et ses recherches contribueront quelques années plus tard à la découverte du transistor. Puis, dans les années 1950, Benza rejoint une équipe qui travaille sur la génétique des bactériophages, qui sont des virus qui infectent les bactéries. Et ces travaux vont notamment contribuer à mettre en place les techniques qui permettront d'élucider la nature du code génétique et de déterminer la séquence d'un gène. Puis, en 1965, à l'Institut de technologie de Californie, Seymour Benza va se lancer dans la troisième grande aventure de sa vie de chercheur. Il veut comprendre les liens qui existent entre les gènes et le comportement en prenant comme modèle d'étude une petite mouche qui mesure seulement quelques millimètres de long et qu'on appelle la mouche du vinaigre ou Drosophila melanogaster. Benza va découvrir des mutations qui modifient de nombreux comportements de la drosophile. Et en 1971, Seymour Benza et son étudiant Ron Canopta vont publier un article fondateur qui identifie pour la première fois un gène impliqué dans les rouages de l'horloge circadienne de la drosophile. Les drosophiles présentent un rythme de vie bien réglé au long d'une période de 24 heures. Elles se réveillent à l'aube, se mettent à voler, à marcher et à se nourrir. Puis, elles font une sieste l'après-midi avant de reprendre leurs activités jusqu'au soir. Elles vont ensuite dormir jusqu'à l'aube suivante. Ce rythme circadien d'activité est synchronisé avec l'alternance jour-nuit. Et si on plonge les drosophiles dans l'obscurité permanente, ce rythme persiste avec la même période d'environ 24 heures. En provoquant des mutations par l'emploi de substances chimiques, Benza et Canopta parviennent à isoler 3 lignées mutantes de drosophiles dans lesquelles ce rythme circadien d'activité est affecté. Dans la première lignée, la période, qui est normalement proche de 24 heures, se trouve raccourcie à 19 heures. Dans la seconde lignée, la période est allongée à 28 heures. Et une troisième lignée est arythmique, c'est-à-dire dépourvue de rythme régulier d'activité. Chacune de ces 3 lignées est porteuse d'une mutation différente, mais qui affecte un même gène que les chercheurs vont alors baptiser gène période ou gène pair. La compréhension des mécanismes moléculaires des horloges biologiques ne va quasiment pas progresser pendant la décennie suivante, faute d'outils appropriés pour décrypter la séquence du gène pair et de la protéine qu'il code. Puis, vers la fin des années 1970, les techniques en génétique moléculaire ont fortement progressé et 3 chercheurs américains, Jeffrey Orr, Michael Rosbach et Michael Young, vont permettre une avancée majeure dans la compréhension des rouages de l'horloge circadienne de Drosophila. Dans les années 1980, ces chercheurs sont parmi les premiers à maîtriser les nouveaux outils de la biologie moléculaire et ils vont tenter de les appliquer pour décrypter la séquence du gène période. Leurs travaux sur les mécanismes moléculaires de l'horloge circadienne de Drosophila seront d'ailleurs récompensés en 2017 par le prix Nobel de physiologie
ou de médecine. En 1984, Jeffrey Hall et Michael Rosbash, qui mènent leurs recherches à l'université Brandeis près de Boston, et Michael Young, qui travaille à l'université Rockefeller de New York, parviennent à déterminer la séquence du gène PER. Puis 2 ans après, la séquence de la protéine PER est à son tour décryptée. Mais cette séquence ne ressemble à rien de connu et ne permet pas de déterminer le mode d'action de la protéine PER. En 1988, une équipe qui travaille aussi sur la drosophile, mais à l'université Stanford en Californie, montre l'existence d'une similarité entre la séquence de la protéine PER et celle d'un facteur de transcription qui est présent chez la drosophile et qui est appelé single-minded ou SIM. Les protéines PER et SIM contiennent toutes deux un domaine PAS impliqué dans les interactions entre protéines. Mais, contrairement à la protéine SIM, la protéine PER n'a pas de domaine de liaison à l'ADN. Puis, en 1990, l'équipe de Hall et Rosbash va montrer, en travaillant sur des cellules de la tête de drosophile, que la transcription du gène PER suit un rythme circadien, c'est-à-dire que le taux d'ARN messager PER oscille cycliquement avec une période de 24 heures. Ainsi, le taux d'ARN messager de PER augmente fortement à la lumière, mais il diminue ensuite pendant la nuit. Et les mutations dans le gène PER vont affecter le rythme de ces oscillations de l'ARN messager PER, ainsi que le rythme comportemental de la drosophile. Ces résultats montrent que le rythme d'expression du gène PER est déterminant dans la réalisation des rythmes comportementaux de la drosophile et que la protéine PER doit probablement contrôler l'expression de son propre gène. La quantité de protéines PER suit aussi un cycle circadien, mais décalé par rapport à celui de son ARN messager. En effet, la protéine PER va s'accumuler pendant la nuit, puis elle est dégradée pendant le jour. Et donc, la quantité d'ARN messager de PER diminue quand la quantité de protéines PER augmente. La protéine PER conduit à une répression de l'expression de son propre gène. Le gène PER est donc transcrit dans le noyau, puis l'ARN messager PER va sortir du noyau et être traduit en protéine PER dans le cytoplasme. Et cette protéine PER doit donc rentrer ensuite dans le noyau pour exercer son effet répresseur sur la transcription de son propre gène. Mais nous verrons que la protéine PER ne peut pas rentrer seule dans le noyau et elle ne peut pas non plus réprimer directement la transcription de son propre gène. Hall et Rosbash proposent en 1990 le premier modèle moléculaire de fonctionnement d'une horloge biologique circadienne dont le mécanisme repose sur une boucle de rétroaction négative, une boucle où une protéine induit la répression de la transcription du gène qui la code, ce qui génère des oscillations dans l'expression de gènes tels que le gène PER. Cette autorégulation négative, présentée en 1990 dans le modèle de Hall et Rosbash, va s'avérer être le mécanisme commun des horloges biologiques circadiennes de tous les organismes eucaryotes. En 1994, soit
23 ans après que Benza ait découvert le gène PER, l'équipe de Michael Young va identifier un second gène appelé timeless ou time, impliqué lui aussi dans les rouages de l'horloge circadienne de la drosophile. Young isole en effet de nouveaux mutants de drosophile, des mutants appelés timeless, ce qui signifie hors du temps, parce que ces mutants sont dépourvus de rythmes comportementaux. Chez ces mutants, dont le gène baptisé time n'est pas fonctionnel, l'expression rythmique de l'ARN messager PER est abolie. Chez la drosophile normale, qui présente donc un rythme circadien normal d'activité, l'ARN messager de timeless présente, comme l'ARN messager de période, des oscillations de sa quantité au cours d'une période de 24 heures. Comme pour l'ARN messager de PER, la quantité d'ARN messager de time augmente pendant la journée et diminue pendant la nuit. Et comme la protéine PER, la protéine time s'accumule pendant la nuit et elle est dégradée pendant le jour. Puis, Young va montrer en 1995 que les protéines time et PER sont capables de s'associer l'une à l'autre pour former un complexe, un hétérodimère PER-time. Le domaine passe de la protéine PER se fixe sur le domaine basique que contient la protéine time. La protéine PER ne peut pénétrer dans le noyau que lorsqu'elle est associée à son partenaire time. Lors d'un cycle de 24 heures, l'expression des gènes PER et time est d'abord activée pendant le jour, jusqu'à ce que la concentration des protéines PER et time dans le cytoplasme devienne suffisamment élevée pour que ces deux protéines puissent s'associer entre elles. Puis, pendant la nuit, l'hétérodimère PER-time va rentrer dans le noyau où il va exercer un effet aboutissant à réprimer la transcription des gènes PER et time, ce qui génère les oscillations de l'expression de ces deux gènes. Après quelques heures, des enzymes dégradent les protéines PER et time qui sont entrées dans le noyau, ce qui permet aux gènes PER et time d'être à nouveau exprimés et un nouveau cycle de 24 heures démarre. À la fin des années 1980, les gènes impliqués dans les rouages des horloges biologiques commencent aussi à être identifiés chez les mammifères. Et ainsi vont être identifiés des gènes période chez la souris et l'expression de ces gènes est également oscillante au cours de 24 heures. En 1994, l'équipe de Joseph Takahashi aux États-Unis isole chez la souris des mutants du gène CLOCK. Ces souris, dont le gène CLOCK n'est pas fonctionnel, vont avoir un rythme circadien de 28 heures au lieu de 24 heures, et après plusieurs jours d'obscurité constante, ces souris mutées ne présentent plus aucune rythmicité circadienne. Le gène CLOCK de la souris va être isolé, et la protéine CLOCK codée par ce gène va se révéler être un facteur de transcription pourvu de 3 domaines. CLOCK possède un domaine pass, comme la protéine PER. CLOCK possède un domaine basique, qui est un domaine qui permet la fixation de cette protéine à une boîte E présente dans la séquence régulatrice de certains gènes tels que le gène PER ou le gène time. Et la protéine CLOCK possède un troisième domaine qui est un domaine HLH ou hélice boucle hélice qui est impliqué dans la capacité qu'a la protéine CLOCK de former un hétérodimère avec une autre protéine possédant ce domaine hélice boucle hélice. Les protéines CLOCK et cycle
forme dans le noyau un hétérodimère qui, pendant le jour, va se lier aux boîtes E présentes dans la région régulatrice des gènes pair et time, et ce dimère clock cycle va alors activer la transcription des gènes pair et time. Les ARN messagers de pair et time produits vont ensuite passer dans le cytoplasme pour être traduits en protéines. Les protéines pair et time se fixent ensuite l'une à l'autre, puis pendant la nuit, le dimère time pair va rentrer dans le noyau et en se liant au dimère clock cycle, il va empêcher ce dernier d'exercer son effet transcriptionnel, conduisant ainsi à interrompre l'expression des gènes pair et time. Cette boucle de rétroaction négative génère ainsi les oscillations des ARN messagers de pair et time, qui sont en quelque sorte le tic-tac de l'horloge biologique de Drosophila. Mais pour que cette horloge circadienne puisse fonctionner, les gènes pair et time doivent d'abord atteindre un niveau suffisant d'expression avant qu'ils ne soient ensuite réprimés par leur propre produit. Nous avons vu qu'il existe en effet un délai entre l'accumulation des ARN messagers de pair et time et l'accumulation des protéines correspondantes. Ce délai est dû à des modifications post-traductionnelles des protéines pair et time qui ralentissent l'accumulation de ces protéines. Et en 1998, l'équipe de Michael Young va découvrir le gène double time ou gène DBT qui code une protéine kinase, c'est-à-dire une protéine qui ajoute un groupement phosphate sur d'autres protéines. Pendant le jour, dans le cytoplasme, la protéine DBT, la protéine double time, va phosphoryler la protéine pair non encore liée à time, ce qui conduit à la dégradation de cette protéine pair par le protéasome. Et ainsi, ce mécanisme retarde la formation des dimères time pair et retarde donc le moment où ces dimères vont rentrer dans le noyau et déclencher l'inhibition de la transcription des gènes pair et time. Le corps de la drosophile contient de nombreux sites d'expression oscillante de ces gènes pair et time, notamment dans le cerveau, dans le thorax, l'abdomen, mais aussi sur les pattes et sur les ailes. On peut suivre le fonctionnement de ces horloges circadiennes dans des cultures d'organes isolés. Et ces horloges vont fonctionner même dans l'obscurité permanente, mais dans ce cas, la période est légèrement inférieure à 24 heures. Et ces horloges peuvent ensuite être remises à l'heure par l'alternance jour-nuit, retrouvant ainsi une période de 24 heures. L'alternance jour-nuit va donc en permanence synchroniser le mécanisme d'horloge interne. Au début des années 1990, une protéine photoréceptrice sensible à la lumière bleue et baptisée le cryptochrome est découverte chez les plantes. Et l'équipe de Rosbach montre en 1998 qu'il existe chez la drosophile un homologue du cryptochrome des végétaux. Chez la drosophile, la lumière induit une dégradation de la protéine time par un mécanisme qui met en jeu un cryptochrome ou protéine Cry. En réponse à la lumière bleue, le photorécepteur Cry est activé et il se fixe alors à time. L'hétérodimère Cry-time se lie ensuite à la protéine jet lag, laquelle va permettre à des molécules d'ubiquitine de se fixer à Cry et à time. Et time et Cry étiquetés ainsi par l'ubiquitine seront dégradés par le protéasome, empêchant ainsi time de former un complexe avec pair. Ainsi, la lumière
retarde le moment où un niveau suffisant de time est atteint pour pouvoir interagir avec père. Et la protéine Cri contribue donc chez la drosophile à la mise à l'heure des horloges circadiennes par l'alternance jour-nuit. Des cryptochromes seront ensuite identifiés chez tous les animaux et ils peuvent servir, comme chez la drosophile, de rouage à leur horloge circadienne. Le mécanisme de l'horloge circadienne des mammifères ressemble fortement à celui de la drosophile. Chez les mammifères, il existe deux cryptochromes, Cri1 et Cri2. Mais, contrairement aux cryptochromes de la drosophile, ces deux cryptochromes n'interviennent pas dans la mise à l'heure de l'horloge par l'alternance jour-nuit. En effet, chez les mammifères, ce n'est plus la protéine time qui joue le rôle de partenaire de père, mais ce sont les cryptochromes. Comme chez la drosophile, on retrouve un couple d'activateurs transcriptionnels, clock et BMAL1, BMAL1 étant l'équivalent de la protéine cycle de la drosophile. Ces deux facteurs de transcription vont former un dimère qui active la transcription des gènes père et des gènes Cri durant le jour. Les ARN messagers père et Cri produits dans le noyau seront ensuite traduits en protéines dans le cytoplasme, puis les protéines père et Cri vont se lier l'une à l'autre dans le cytoplasme. Le dimère père-Cri pénètre alors dans le noyau et se lie au complexe clock B-1, lequel ne peut plus exercer son effet activateur sur la transcription des gènes père et Cri. Des kinases telles que CK1 vont phosphoryler père, ce qui conduit à la dégradation de père par le protéasome. La kinase CK1 est l'équivalent de l'enzyme double time ou DBT de la drosophile. D'autres enzymes appelées FBXL vont lier des ubiquitines au cryptochrome, entraînant alors la dégradation des cryptochromes par le protéasome. On retrouve donc dans l'horloge circadienne des mammifères des mécanismes comparables à ceux de l'horloge de la drosophile, mais il existe aussi des différences comme le rôle joué ici par les cryptochromes. En effet, chez les mammifères, les cryptochromes exercent un effet répresseur sur la transcription des gènes père et Cri. Les cryptochromes jouant ici le rôle de la protéine time de la drosophile. Contrairement aux cryptochromes de la drosophile, les cryptochromes des mammifères n'ont pas de fonction dans la photoréception, leur activité étant indépendante de la lumière. Et on peut alors se demander comment l'alternance jour-nuit peut sans cesse mettre à l'heure les horloges biologiques des mammifères. Nos horloges circadiennes battent dans chacune des cellules de notre corps au long de 24 heures. Mais l'une des horloges joue un rôle essentiel dans notre synchronisation à l'alternance jour-nuit. Cette horloge centrale est présente dans une petite région de notre cerveau appelée l'hypothalamus. Et elle est plus précisément localisée dans deux petits noyaux de l'hypothalamus, appelés les noyaux suprachiasmatiques. Chacun de ces deux petits noyaux contient environ 10 000 neurones, dans lesquels bat une horloge circadienne. Ces neurones libèrent chacun des influx nerveux rythmiques qui vont faire émerger dans ces deux noyaux suprachiasmatiques une horloge collective dont l'activité est maximale durant la journée et minimale durant la nuit.
L'hypothalamus contrôle un grand nombre de fonctions de notre corps comme la faim, le sommeil ou la température du corps. L'hypothalamus libère aussi, à différentes périodes du jour ou de la nuit, des neurohormones qui vont activer la production d'hormones par une petite glande qui est située juste en dessous de l'hypothalamus et qu'on appelle l'adéno-hypophyse. Parmi ces hormones adéno-hypophysaires, on peut citer l'hormone de croissance, appelée aussi la GH, mais aussi d'autres hormones qui vont stimuler à leur tour la production d'hormones telles que le cortisol, l'hormone thyroïdienne et les stéroïdes sexuels. Et ces hormones vont influencer en retour l'activité de l'hypothalamus. L'hypothalamus contrôle aussi par voie nerveuse une petite glande appelée l'épiphyse, laquelle va libérer pendant la nuit de la mélatonine, qui est une hormone qui régule de nombreuses sécrétions hormonales. La température du corps, les activités veille, sommeil, les taux sanguins d'hormones tels que la GH ou le cortisol présentent une rythmicité circadienne déterminée par les noyaux suprachiasmatiques qui forment notre horloge centrale. Et bien que notre cerveau soit plongé dans une obscurité permanente, cette horloge centrale est la seule de notre corps qui soit capable de se synchroniser avec l'alternance lumière-obscurité. Chez les mammifères, la vision est permise par deux types de cellules rétiniennes appelées les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets permettent de détecter la luminosité des objets alors que les cônes permettent de voir les couleurs. Mais il existe aussi dans notre rétine une petite proportion de cellules qui répondent aussi à la lumière, mais qui ne sont pas impliquées dans notre vision. Ces cellules contiennent un pigment appelé la mélanopsine, qui est un photorécepteur sensible à la lumière bleue, celle qui prédomine à l'aube. Ces cellules sont appelées les cellules ganglionnaires à mélanopsine. Et leur prolongement, c'est-à-dire leurs axones, vont atteindre les noyaux suprachiasmatiques, permettant ainsi de synchroniser notre horloge circadienne principale avec l'alternance jour-nuit. Et ainsi, nos yeux ne nous servent pas uniquement à percevoir l'espace qui nous entoure, mais aussi à nous repérer dans le temps. Et tout au long des 24 heures, les noyaux suprachiasmatiques règlent le rythme de libération des neurohormones hypothalamiques et celui des influx nerveux issus de l'hypothalamus, tout en se synchronisant avec l'alternance jour-nuit. Et ainsi, les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus permettent de synchroniser avec l'alternance jour-nuit les horloges biologiques de toutes les autres cellules de notre corps qui sont pourtant aussi plongées en permanence dans l'obscurité. La photopériode est la durée d'éclairement quotidien et elle change au fur et à mesure des saisons qui scandent le voyage du Soleil autour de la Terre. Et tout au long de l'année, les noyaux suprachiasmatiques répondent aux variations de la photopériode. Les noyaux suprachiasmatiques permettent ainsi d'adapter les périodes de veille et de sommeil, le métabolisme et les comportements aux variations de la photopériode au cours des saisons. Et notre horloge centrale continue de battre, même si nous sommes plongés, comme Michel Siffre, dans une obscurité permanente. Mais nous l'avons vu avec une période qui sera alors légèrement supérieure à 24 heures. Puis, lorsque l'alternance jour-nuit est restaurée, lorsque Michel Siffre sortit de son gouffre, c'est la resynchronisation
de cette horloge centrale sur la lumière qui lui permet de se recaler jour après jour sur une période précise de 24 heures. Les noyaux suprachiasmatiques sont les chefs d'orchestre de la synchronisation des horloges biologiques de chacune de nos cellules, remettant chaque jour à l'heure chacune de nos horloges circadiennes périphériques en fonction de l'alternance jour-nuit. Mais les horloges cellulaires périphériques sont également synchronisées par d'autres facteurs de leur environnement, par exemple l'état énergétique de notre corps qui dépend de la période de prise de nourriture, du rythme de nos repas et de la quantité et de la composition de nos aliments. Et une désynchronisation de l'ensemble de nos horloges va se produire par exemple lors d'un voyage en avion qui nous fait rapidement traverser plusieurs fuseaux horaires. Le décalage horaire que nous ressentons alors, c'est le temps qu'il faut à l'ensemble des différentes horloges biologiques de notre corps pour se resynchroniser sur les alternances, lumière, obscurité, veille, sommeil, période de repas, période de jeûne. La pression sociétale et économique, par exemple le travail de nuit ou les 3-8, mais aussi la lumière artificielle ou la lumière de nos écrans, vont perturber notre horloge interne avec des conséquences négatives sur notre santé. Des études conduites chez l'homme et la souris révèlent que des désordres de notre horloge centrale vont augmenter les risques de développer une obésité, un diabète, des maladies cardiovasculaires, des troubles du sommeil, des dépressions et même certains cancers. Et d'autres travaux de recherche montrent qu'administrer certains médicaments à un moment précis de la journée peut permettre d'augmenter l'efficacité du traitement et de diminuer ses effets indésirables. Michel Siffre, en s'isolant pendant des semaines dans un gouffre obscur, a lancé l'extraordinaire aventure scientifique de la chronobiologie. Puis, les 3 chercheurs américains nobelisés en 2017, en décryptant minutieusement les rouages de l'horloge biologique de la drosophile, ont ouvert le champ de la chronobiologie moléculaire et mis en place les bases communes qui régissent le fonctionnement des horloges circadiennes de tous les organismes vivants. Et l'on se rend compte aujourd'hui des implications importantes que peuvent avoir sur notre santé le fonctionnement et les dérèglements de nos horloges circadiennes. Ma prochaine chronique vous conduira de Philippides, le premier marathonien de l'histoire, au système de refroidissement du cerveau du chien.